Alors, nous allons parler des organisations professionnelles, nous allons parler de leur rôle, de ce que vous pouvez en attendre, et ensuite de l'évolution prévue pour ces organisations professionnelles. Pour faire cette conférence, sont à côté de moi, dans l'ordre, M. Géraud Cambronac, qui est le président de l'AFIB, l'Association française des intermédiaires bancaires. Madame Nathalie Beaudemoulin, qui nous fait le plaisir d'être là, qui est la CPR, qui est la directrice des contrôles de la CPR, donc soyez sages. Monsieur Michel Fleurier, qui est l'Anacofi IOB, ne présente plus l'Anacofi. Christelle, mon amie, cette fois-ci je ne me suis pas loupé, CNCEF Crédit. Et Bruno Rouleau de l'APIC, l'Association professionnelle des intermédiaires de crédit. Je vais leur laisser la parole en ouvrant la conversation avec les missions des associations professionnelles. Quelles sont leurs missions? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ça, c'est un téléphone qui sonne, voilà, qui va s'arrêter. Quelles sont les missions auprès des IOB? Donc on va faire comme hier, on va commencer par Christelle, puisqu'on va laisser la parole aux dames, c'est la moindre des choses. Et ensuite, la parole circulera entre eux. À la fin de la conférence, vous aurez bien entendu la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Christelle, la parole est à vous. Bonjour à tous. Donc la CNCEF Crédit, donc la Chambre nationale des conseils experts financiers, fait partie de l'écosystème de la CNCEF, dans lequel nous avons une chambre, une association par métier de l'intermédiation. Donc que ce soit l'investissement et le patrimoine, donc tout ce qui est CIF, CGP. Nous avons aussi tout ce qui est l'immobilier de placement, nous avons aussi l'assurance, le crédit et la transmission d'entreprise. L'idée, c'est qu'à la CNCEF Crédit, au conseil d'administration, chaque administrateur est représentant d'un métier de l'intermédiation bancaire. Donc que ce soit le refinancement patrimonial, le RAC, le crédit immobilier, le crédit professionnel, le crédit entreprise. Voilà, on essaye et nous sommes des gens de terrain. Donc l'objectif, c'est de vous représenter et de faire remonter sur le terrain aux autorités de tutelle pour faire évoluer la réglementation, autant faire se peut. En tout cas, vous aider à l'interpréter et à faire que la réglementation devienne un appui à votre business et non pas l'inverse. Voilà. On garde les meilleurs pour la fin. Bonjour, Bruno Rouleau, APIC. Donc, c'est une association professionnelle qui s'est créée au moment où les textes réglementaires se sont sortis sur la loi de régulation bancaire et financière en 2010. Nous représentons l'ensemble des métiers de l'intermédiation de crédit, aussi bien dans les métiers de la consommation, du professionnel, du RAC, de l'immobilier. Et nous disposons en notre sein d'un certain nombre de commissions qui sont réparties, qui travaillent et qui aident les adhérents à pouvoir échanger et à progresser, aussi bien dans l'information descendante que dans l'information montante en ce qui concerne le réseau, les réseaux, sur l'ensemble de nos métiers d'intermédiaires. 125 enseignes, 3000 adhérents, on représente à peu près 70% du marché de l'intermédiation en crédit en France aujourd'hui. Et le but, effectivement, mais je crois que ça sera commun aux uns et aux autres, c'est de pouvoir aider les adhérents, et notamment les cabinets les plus modestes, ça ne soit pas péjoratif, mais simplement en termes d'effectifs et de moyens, à pouvoir appréhender au mieux la réglementation, à pouvoir la respecter et dans ces conditions-là aussi à pouvoir exercer dans les meilleures conditions le métier pour la défense du consommateur. Bonjour, donc l'Anacofi OBSP est une des associations regroupées dans l'Anacofi, qui est une confédération avec une organisation qui ressemble un peu à celle de la CNCEF, où il y a des associations métiers, donc Anacofi Assurance, Anacofi Immo, etc. Anacofi OBSP est composé de 1200 adhérents qui ont des profils différents, bon, essentiellement courtiers. Il ne faut pas oublier que l'intermédiation bancaire, ce n'est pas que du crédit. Nous avons quelques membres qui sont sur les produits bancaires de placement.
mais toutes les activités sont représentées du crédit IMO, regroupement de crédit ou des crédits professionnels. Voilà, donc nous avons une organisation qui présente différents services et avec un centre de formation intégré, 4 juristes permanents, et nous sortons chaque année un guide qui permet de donner toutes les indications, tout le décryptage de la réglementation pour nos adhérents. Bonjour à tous. La FIB est une association qui a été créée en 1997, historiquement par des acteurs du regroupement de crédit. Nous sommes aujourd'hui ouverts sur l'ensemble des activités du regroupement, du crédit, aussi bien le prêt immobilier que le regroupement, pour des MNE et pour des courtiers pour ce qui concerne l'immobilier. Environ 60% de nos adhérents pratiquent du regroupement de crédit, 40% du prêt immobilier. Et l'essentiel de nos adhérents sont des petites structures entre 1 et 4 salariés. Ce que nous offrons aujourd'hui dans le cadre de la prestation de services, c'est évidemment un service médiation. Vous savez que c'est obligatoire depuis 2015. Une protection juridique qui va venir en complément de votre RC professionnel. Et à l'instar de mes confrères, de la documentation, mandat, convention, vous permettant d'être conforme dans vos activités au quotidien. Voilà pour ce qui concerne la FIB. Donc, bonjour à tous. Donc, la CPR n'est pas une association. C'est l'autorité de contrôle des banques, des assurances et des intermédiaires dans ces métiers. Donc moi, je m'occupe de diriger la direction du contrôle des pratiques commerciales. Et dans ma direction, en fait, on est à peu près 80. À l'autorité, on est 1100 personnes. Et donc, dans cette direction, on a un service qui s'occupe en fait du contrôle des intermédiaires. Donc, vous savez qu'il y a énormément d'intermédiaires en France. Donc, on a vraiment un principe de proportionnalité dans ce contrôle, puisque les intermédiaires ne sont pas soumis au contrôle permanent de la CPR, contrairement aux banques et aux assurances qui ont des équipes de contrôle permanentes avec des reportings permanents à nous fournir. Donc en fait, on décrète un contrôle sur place en général. Vous recevez une lettre d'assujettissement. Ensuite, on opère ce contrôle. On fait un rapport, une lettre de suite. Et ensuite, on clôture le contrôle. Une fois que les recommandations qu'on a émises ont fait l'objet de suite de la part des établissements et que c'est jugé satisfaisant. Ça, c'est la voie dite classique où tout se passe à peu près bien. Après, on peut avoir une voie disciplinaire puisque la CPR est aussi une cour de justice qui comprend d'ailleurs des professionnels du secteur. Et donc, lorsqu'il y a des infractions caractérisées, on va auprès de la commission des sanctions de la CPR pour une sanction. Mais les établissements ou les intermédiaires concernés vont pouvoir rentrer dans une procédure contradictoire et faire valoir leur voix et leurs droits. Donc ça reste quand même exceptionnel et c'est pas du tout la voie qu'on souhaite privilégier à la CPR. On préfère bien évidemment, et on va en parler dans le cadre du sujet des associations, que les acteurs incorporent la réglementation, se l'approprient et la respectent. Et nous, on fait beaucoup d'actions de terrain, d'intervention, de réunions de place. On émet des documentations aussi pour les acteurs pour qu'ils puissent respecter la réglementation et éviter d'aller, bien évidemment, dans une procédure beaucoup plus hard de sanctions, ce qui n'est pas notre objectif par rapport aux acteurs financiers. Voilà, vous avez entendu les associations et vous avez entendu la CPR. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir dirigé la FIB avant Géraud, la problématique qu'on a, c'est qu'on a beau faire des informations, l'information ne redescend pas. Ou en tout cas, elle n'est pas comprise. On voit encore aujourd'hui des intermédiaires bancaires qui sont étonnés qu'il faille avoir un service de réclamation, qui sont étonnés qu'il faille transmettre au client l'adresse du médiateur. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de travail et ce sont les points de vigilance dont je te parle. Il faut absolument que maintenant les IOB comprennent qu'il faut adhérer à une association parce que c'est le meilleur moyen, même le seul moyen, d'être informé en temps réel.
La réglementation change tous les jours, ou presque. Se modifie tous les jours, ou presque. Bon, donc ça veut dire qu'il faut être informé. Et informé, c'est le, vous savez, c'est le nerf de la guerre de tout business, l'information. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai juste des chiffres à vous donner, vous allez comprendre à quel point on est loin de ce qui devrait se faire. Aujourd'hui, les chiffres de l'ORIAS, qui datent du 20 septembre, hein, c'est très récent. Il y a 6903 IOB dans la catégorie des courtiers. Il y en a 10 633 dans la catégorie de ce qu'on appelle les MNE, les mandataires non exclusifs. Et il y a 12 055 IOB qui sont des mandataires d'IOB. Et vous avez entendu les chiffres tout à l'heure. Ah, on a 125 enseignes, bon, 3000 adhérents. À la fibre, on en a un peu plus de 250 par rapport à 30 000 IOB. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci, et donc, on va en parler, ça va être l'objet de ce qui va suivre. Le vrai souci, c'est qu'à un moment donné, puisque les gens ne le font pas d'eux-mêmes, on va les obliger à le faire. C'est toujours pareil. Comme les gens ne l'ont pas fait, on va finir par les obliger. Voilà, je vais redonner la parole aux associations sur les points de vigilance. Je pense qu'ils vont avoir les mêmes que moi. Et ensuite, on va parler de quelque chose de très intéressant, c'est l'autorégulation de la profession. Donc je redonne la parole dans le même ordre. Je vais commencer par Camille. Hein, et puis ensuite... non, Christelle, j'ai dit Camille. À toi. Décidément, j'y arriverai jamais. Non, mais c'est pas le mien. Donc les points de vigilance, je pense que ça a été abordé déjà. La première chose, c'est la médiation. C'est-à-dire que le médiateur doit être indiqué dans vos documents réglementaires depuis déjà plusieurs années. Et ça, c'est obligatoire et ça vous protège. Et ça protège aussi le consommateur. Toute la réglementation qui a été mise en place pour les IOB, c'est en vue de protéger le consommateur, donc nos clients, et donc notre métier, puisque on va protéger au mieux le consommateur, plus le consommateur va revenir vers nous pour qu'on puisse l'accompagner de nouveau dans ses projets immobiliers, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le crédit immobilier dans les IOBSP. Ça va être les premiers points de vigilance, c'est vraiment le kit réglementaire, et ça je pense que toutes les associations le mettent à disposition, le médiateur, de même, toutes les associations le mettent à disposition. Donc c'est vraiment, pour moi, les deux points de vigilance que les associations doivent mettre en avant. Dans le même ordre, on change. Que de politesse. Ce qui a été dit à l'instant est évident. On l'a évoqué tout à l'heure, le simple registre et la tenue du registre des litiges et des recours et des réclamations. Déjà, c'est le b.a.-ba, même encore avant la médiation. Donc ça, c'est effectivement un point de vigilance. Au-delà de ça, on s'aperçoit que le point de vigilance sur lequel nous, on intervient beaucoup, mais je laisserai de la parole à d'autres parce qu'on va se rejoindre sur tous les sujets, c'est aussi tout ce qui est information précontractuelle, la bonne compréhension, la bonne distribution de l'information précontractuelle, qu'elle soit dans notre cœur de métier, l'intermédiation sur l'obtention d'un crédit, mais aujourd'hui, et la CPR est tout à fait cohérente dans son projet et dans sa diffusion d'informations, c'est aussi sur la déliaison entre l'assurance emprunteur et le crédit qui sont chez nous partie intégrante de l'opération et du suivi du projet, de l'accompagnement du projet pour les clients, mais qui, au niveau législatif, est dissocié désormais. Et là, on a aussi besoin de progresser, de faire des informations, progresser nous, mais progresser avec nos partenaires dans tous les cas. Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur les points, les points qui ont été cités. Il y a quelque chose sur lesquels nous souhaitons travailler, avancer et avertir nos adhérents. C'est sur les pratiques et l'interprétation des textes, notamment dans les relations qu'on peut avoir entre confrères, les difficultés du marché, savoir comment s'organiser autour de cela, puisque parfois, et notamment sur la distribution du crédit immobilier, il y a des difficultés à obtenir des accords avec les banques ou à faire respecter le mandat qui est donné par le client. Donc on voit apparaître de nombreuses pratiques qui sont un peu borderline, comme des conventions
d'apporteurs d'affaires alors qu'on est entre deux courtiers. Donc, qui, à notre sens, là, il faudrait avoir des précisions sur l'interprétation de la CPR, etc. Donc, ce sont des points également de vigilance sur la manière dont on travaille, dont on a besoin d'exercer le métier. Chaque courtier a besoin de faire son chiffre, il faut bien qu'il mange à la fin du mois, et donc des fois il est appelé à transgresser ou avoir sa propre interprétation des textes qui sont parfois un peu ardus à interpréter, et c'est pour ça le rôle des associations est important à ce niveau-là. Oui, il y a un point également qu'on n'a pas abordé, évidemment, c'est la formation. La formation de vos collaborateurs, la formation récurrente. Vous savez, pour les IOB, c'est 7 heures annuelles. Pour l'assurance, c'est une quinzaine d'heures. C'est un point que l'ORIAS ne vérifie pas, puisqu'elle s'occupe de l'accès à la profession du gérant de la société et de sa capacité à exercer. Mais sur les salariés, on rappelle les obligations en matière de formation. Voilà, sinon il n'y a rien d'extraordinaire. On est là pour vous accompagner, ça a été dit. Dans toutes les associations, on ne l'a pas redit, mais on est tous des bénévoles. Hein, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous avez des bénévoles qui sont là pour vous aider, enfin en tout cas pour aider les adhérents. Et voilà, donc la question est de savoir, demandez-vous pourquoi on prend du temps sur notre activité professionnelle dans l'intérêt général. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est persuadé que c'est en se faisant qu'on va améliorer l'ensemble des process, améliorer votre connaissance de la réglementation et donc éviter tout litige, tout contrôle qui pourrait subvenir. Donc nous, nos points de vigilance en termes de contrôle et d'observation du marché, c'est tout d'abord des points toujours sur l'entrée dans la profession. On n'a pas toujours des immatriculations qui sont conformes à la réalité. Par exemple, le fait d'être courtier en assurance ou CIF ne doit pas dispenser d'une immatriculation comme IOBSP si c'est l'activité qui est aussi exercée. On voit aussi des cas où les acteurs ont plutôt recours à l'indication au lieu de s'immatriculer alors qu'ils sont vraiment dans une activité d'IOBSP. Donc ça, c'est aussi des formes de concurrence déloyale pour les acteurs qui, eux, sont rentrés de plein pied dans le statut. Ensuite, sur le fond de l'activité, comme ça a été dit, on pense qu'il peut y avoir matière à renforcer les informations précontractuelles délivrées aux clients, notamment sur les frais et la rémunération des IOBSP. Un meilleur recueil des besoins du client pour un conseil plus efficace dans certains cas. Je ne dis pas que c'est la généralité, mais je vous dis un petit peu ce qu'on a observé dans les contrôles qu'on a fait. Donc avec notamment le fait de prévoir un questionnaire client détaillé et complet qui soit mieux rempli pour mieux justifier du conseil au regard de la situation financière du client et bien alerter le client sur les conséquences financières de l'opération de crédit. Et puis un conseil formalisé avec des obligations qui ont été renforcées pour les courtiers en indiquant bien dans les documentations les raisons qui motivent le conseil délivré au client par rapport aux informations qui ont été recueillies sur le client lui-même, parce qu'il faut vraiment justifier que l'offre qui a été proposée et retenue est en adéquation avec les besoins exprimés par le client. Donc vraiment documenter ces points vis-à-vis du client et garder une trace en fait des informations qui ont été ainsi recueillies et fournies au client. Alors vous avez tous entendu ces différentes semaines qui sont passées, un projet d'une autorégulation de la profession. Donc évidemment, on va vous en dire plus. Ce matin, c'était surtout l'objet de la conférence, mais il fallait expliquer pourquoi on arrive vers cette autorégulation. J'en ai parlé tout à l'heure. On a 3000 ou 3500 adhérents sur 33 000 IOB. Voilà, c'est juste pas possible. Et la CPR se rend bien compte dans ses contrôles que l'information, si elle est redescendue, elle n'a pas été comprise. Hier, je crois que c'est Michel Fleurier qui disait fort justement, il ne suffit pas qu'elle descende l'information, il faut qu'elle soit décryptée. C'est ce que tu disais hier et évidemment c'est essentiel. Parce que l'information, des fois quand elle est brute, elle est un peu, 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 un peu,
Alors la Direction générale du Trésor a décidé de mener des négociations avec l'ensemble des acteurs du courtage d'assurance et du courtage de crédit pour dire on aimerait que soit réalisé dans ces acteurs du courtage la même chose que ce qui s'est produit avec les acteurs des CIF et des CGP. C'est-à-dire qu'un CIF est dans l'obligation d'adhérer à une association s'il veut exercer son métier. Donc on va vers effectivement, alors on a beaucoup travaillé, on a eu de nombreuses réunions, évidemment avec le couvert de la CPR qui était tout le temps là, et pour cause. Et donc on est arrivé à un texte qui avait obtenu à peu près l'accord de tout le monde. Malheureusement ce texte a été rejeté dans Pacte parce que le Conseil constitutionnel a estimé que ce texte n'avait pas lieu d'être dans Pacte. Donc il suffit maintenant d'avoir un véhicule législatif, mais je vous rassure, on va trouver le véhicule législatif, forcément, et donc on va arriver vers cette j'ai pas le terme d'autorégulation, voilà, d'associations qui seront agréées par la CPR. Alors je vais vous expliquer, c'est assez simple. Les associations qui sont présentes, ou celles qui le souhaiteront, vont présenter à la CPR un projet, à tout niveau, hein, qu'il soit financier ou effectivement un projet d'intermédiaire, hein, et ce projet sera agréé ou pas. Donc l'association sera agréée par la CPR et dès lors, effectivement, elle sera capable de prendre des adhésions d'IOB qui souhaiteront exercer leur métier en étant adhérents obligatoires d'une association agréée. Voilà, j'espère que c'est simple. De toute façon, évidemment, après notre intervention, je vous ferai passer la parole et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc ça, c'est en cours. Ça sera effectif. Alors, ça devait l'être au 1er janvier 2020. Je pense ça le sera au 1er janvier 2021, parce qu'il suffit de trouver le véhicule législatif, mais qu'aujourd'hui, tous les textes sont écrits, donc c'est fait. Hein, voilà. Donc les associations auront jusqu'au mois d'août, à peu près 2020, pour se faire agréer par la CPR, et ensuite seront lancées les campagnes d'adhésion. Et là, on espère qu'enfin, on aura l'ensemble des IOB qui adhéreront à des associations et qui seront donc informés. Voilà, encore une fois, le principal, et c'est ce qu'a découvert la CPR en faisant leur contrôle, c'est qu'ils se rendaient compte que les gens n'étaient pas informés. Voilà, et donc l'option a été de choisir cette voie de l'association agréée à adhésion obligatoire. Voilà, je vais passer la parole aux différents... je vais recommencer avec Christelle. T'as vu, hein? Cette fois-ci, c'est bon. La Direction générale du Trésor dit d'ailleurs qu'il préfère le mot accompagnement à autorégulation. Et ce mot accompagnement, je trouve qu'il représente bien ce qui veut être fait. C'est-à-dire vous accompagner à la fois dans votre inscription au niveau de l'ORIAS, au niveau de votre habilitation. Il y a un nombre incalculable de possibilités et parfois il est difficile de s'y retrouver. Donc c'est d'avoir cette possibilité de vous accompagner, de pouvoir décrypter les textes réglementaires et qu'ils deviennent compréhensibles et surtout applicables dans votre vie du terrain tous les jours, parce que parfois on a autre chose à faire que de relire le texte, d'essayer de le décrypter et de le mettre en application. Donc toutes les associations sont là pour vous accompagner sur ce sujet-là, pour vous accompagner aussi dans votre formation, donc dans votre montée en compétences, et donc de mettre à disposition et de vérifier que vos formations sont bien réalisées. Donc, le mot accompagnement pour moi est beaucoup plus lisible que autorégulation. Mais effectivement, il y a une chose qui est certaine, et je rejoins tout ce qui a été dit, si vous n'adhérez pas à une association, eh ben, en fait, vous ne serez pas représenté et on ne pourra pas remonter les informations qu'il faut remonter au niveau des autorités de tutelle. Donc c'est vrai que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui. Maintenant, si vous venez tous à partir du 1er janvier 2021, ça risque d'être compliqué. Donc venez voilà, au fil de l'eau, vous renseigner. On est tous les 4 présents sur le salon. Venez vous renseigner pour prendre des informations et faire votre choix. On continue dans le même ordre ? Alors,
on peut s'interroger sur la portée totale des textes, parce que effectivement, je te rejoins complètement sur la partie d'accompagnement. C'est en tout cas l'esprit pédagogique qu'on veut avoir vis-à-vis des confrères. C'est toujours compliqué quand on est une enseigne importante ou qu'une confrérie d'enseignes importantes qui s'adresse à des plus petits cabinets, c'est de se dire il y a une préemption potentielle ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'esprit, hein. L'idée, c'est effectivement d'avoir une représentativité et une pluralité. Je ne crois pas se trahir la volonté, c'est qu'il n'y ait pas un seul organisme, mais qu'il y ait une pluralité pour pouvoir permettre au choix. La deuxième chose, je voudrais juste faire, sans monopoliser la parole, mais un rappel historique. Lorsque le cabinet de Mme Lagarde est intervenu sur le marché dans le projet de la loi régulation bancaire et financière après la crise des subprimes, donc en 2010, fin 2009, ça a été une découverte totale du marché. Les acteurs de l'époque, qui sont des fonctionnaires de haut rang, ne connaissaient pas, peut-être avaient entendu des noms, mais ne connaissaient pas notre marché, ne connaissaient pas du tout la façon dont on pratiquait notre profession et qui, quelquefois, était assez confidentielle, il faut bien le reconnaître. Et le premier élément qui les a choqués, c'est l'absence de représentativité. Les associations ici, si j'accepte la FIB, qui était effectivement existante depuis longtemps, mais Michel, je ne pense pas me tromper, c'est à peu près apparu en même temps, hein, sur la commission IOB chez Anacofi. Oui, mais c'est le cadre de la loi qui te l'a vraiment mis là-dessus. Donc on s'est retrouvés un petit peu tous à ce niveau-là et on s'est dit, il faut effectivement qu'on crée quelque chose. Chacun a pris un parti pris différent, mais en tout état de cause aujourd'hui, les associations qui sont présentes sur les strates devant vous seront vraisemblablement, je ne veux pas parler pour les autres, mais seront vraisemblablement celles qui vont postuler à cet agrément. On n'était pas forcément d'accord au début, et notamment on émet toujours de fortes réserves sur la portée. Parce que là où je disais la limite de l'accompagnement, c'est qu'il y a quand même un volet de sanctions qui est affecté, même si la sanction suprême reste du domaine des autorités de contrôle. Et on ne voudrait pas du tout préempter ce sujet-là, mais il y a quand même un rôle important là-dessus. Donc, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, mais c'est vraiment important, je sais que quand on est un cabinet où on est 2, 3, 5, c'est toujours très difficile d'être au courant de tout. Les veilles, même si on les met sur Internet, elles ne sont pas faciles à détecter. La lecture des textes et surtout l'interprétation pratique qui peut être faite des textes est souvent soumise à contestation. Et d'ailleurs, même quand la CPR se prononce, quelquefois, on arrive à ne pas être forcément d'accord, même si au final, c'est notre gendarme, donc on se plie à ça, mais on a des discussions qui sont parfois très fortes sur la mise en pratique, la mise en œuvre de certaines choses. Donc, là-dessus, les associations vont être un relais d'accompagnement, de diffusion, de mâchage, de pré-mâchage, de filtrage par rapport à vous, mais elles seront aussi dans le relais, un peu dans l'esprit de la gouvernance des produits bancaires qui est mise en place, mais qui n'est pas très connue du marché. Je suis sûr que si j'interroge les uns les autres, je ne sais pas que vous êtes aujourd'hui susceptible d'être interrogé par les banques pour voir la bonne cohérence des produits que vous vendez par rapport à votre population, hein, mais ça fait partie de la loi pourtant. Dans tous les cas, il faudra aussi que l'on fasse remonter vos remarques, comme on le fait déjà avec nos adhérents, mais qui derrière prendront une portée encore plus importante avec un nombre d'associations réduit, mais qui seront directement les interlocuteurs des autorités de contrôle. Alors il est certain que lorsqu'on annonce une obligation supplémentaire, pour bon nombre d'entre vous, c'est encore une contrainte de plus, et se dire, bon, ces associations, ça va être un gendarme de plus dans notre activité, et on a autre chose à faire. Mais je pense qu'il ne faut pas le considérer du tout comme ça. Le rôle de ces associations, ça va être surtout des associations à vocation de service, donc, et non pas de sanction, puisque la CPR conserve ce rôle. Donc dans les services, alors on peut se dire, oui, ça va générer une cotisation, donc des charges supplémentaires. Mais lorsqu'on regarde ce que coûte un consultant qui va venir de temps en temps vérifier si tous vos documents sont conformes, parce que bon, ils peuvent l'être conformes à un moment, et puis quelques années après, ils n'ont pas évolué, donc ils ne sont plus en totale conformité. Donc finalement, les services donnés par les associations par rapport aux cotisations qui, somme toute,
ne seront pas tellement excessives, constituent quand même une aide appréciable pour les intermédiaires, et notamment les intermédiaires de plus petite taille, de proximité, qui n'ont pas le temps souvent nécessaire ou les compétences pour intégrer toutes ces obligations. Voilà pour nous le rôle essentiel d'accompagnement. Et je crois que tout a été dit en ce qui concerne la formation, la documentation, le côté juridique. Voilà. Oui, alors une petite précision, une bonne nouvelle quand même, il en faut. Cette loi qui devrait passer donc au 1er janvier 2021 concerne, on parle des IOBSP, mais on parle bien des courtiers et de leurs mandataires. Exclusion donc des MNE, des mandataires non exclusifs et des mandataires exclusifs. Donc ça ne sont bien que les courtiers, donc la catégorie 1, et leurs mandataires qui devront adhérer obligatoirement, à l'instar de ce qui se fait dans les assurances. Ce seront les courtiers d'assurance et leurs mandataires. Donc ceux qui sont MNE, pour l'instant, ne sont pas concernés par la loi. Deuxième point, les adhésions. Qui dit adhésion obligatoire dit que ceux qui ne seront pas en mesure de fournir à l'ORIAS le 28 février 2021 leur attestation d'adhésion à une association ne pourront pas obtenir l'agrément de l'ORIAS. Concrètement, on a vu les chiffres des courtiers tout à l'heure, 6 903 courtiers, plus leurs mandataires, il y a 12 000 myopes, bon, admettons qu'il y ait la moitié de myopes qui soient des courtiers. Ça fait une masse d'adhérents que nous serons tous ici incapables, malgré toute la bonne volonté du monde, d'intégrer entre le 1er janvier et le 28 février 2021. Ce ne sera pas possible d'un point de vue matériel. Donc ce qu'on a décidé à la FIB, c'est que à partir du moment où on aura l'agrément de la CPR, donc on espère courant été 2020, faire une adhésion gratuite pour les 4, 5, 6 mois de 2020, en faisant payer l'année 2021, mais de manière à ce que nous puissions vous donner votre attestation d'adhésion avant la fin 2020 pour que vous soyez en mesure de renouveler votre ORIAS en temps et en heure. Ça, c'est extrêmement important. On parlait beaucoup d'accompagnement, un petit mot sur le contrôle. Les associations ne seront pas amenées à venir vous contrôler sur place. On est en train de mettre en place des logiciels de CRM qui vont nous permettre de contrôler à distance l'ensemble des documents que vous allez uploader sur le site, notamment les formations de vos collaborateurs et l'adéquation entre le poste occupé et la formation suivie. Des contrôles qui seront faits donc par les associations au fil de l'eau sur toute l'année. On ne sera pas obligé, heureusement, de contrôler de faire l'ensemble des contrôles au moment de l'adhésion. C'est matériellement impossible. Alors il faudrait qu'on ait 300 salariés, mais avec des cotisations qui seraient absolument insurmontables. Voilà les petits points que je voulais rajouter. Alors, du côté de la CPR, c'est vrai que nous avons suivi de très près les discussions préparatoires menées par la Direction générale du Trésor, qui a proposé donc cet amendement à la loi Pacte, qui aujourd'hui donc n'a pas été adopté. Donc, le préalable en fait au projet, c'est qu'une nouvelle loi incorpore ce dispositif, et après il y aura des textes de nature réglementaire. Mais bon, la Direction générale du Trésor tient beaucoup à cette réforme qui vise donc à obtenir des associations professionnelles obligatoires dans le domaine du courtage, de manière à leur confier certains pouvoirs pour que la profession progresse en qualité, en connaissance des textes, etc. Donc les points principaux, ils ont été dits, c'est l'axe sur la médiation. Donc, les associations vont aider les courtiers à recourir à un médiateur. Les conditions d'accès à la profession. Donc, les associations vont aussi jouer leur rôle en cohérence avec le rôle de l'ORIAS pour s'assurer que les conditions minimales d'accès à la profession sont remplies par les courtiers sur l'honorabilité, les compétences et les différentes responsabilités, garanties qui doivent être prises par les courtiers. En matière de formation initiale et continue,
en accompagnant au besoin les courtiers avec des offres de formation et en vérifiant que les diligences de formation sont faites et adéquates. Et donc, cela a été dit, hein, il y aura aussi un devoir de vigilance de la part des associations qui vont être en phase directement avec le marché et qui vont signaler si elles voient des pratiques répréhensibles, bien évidemment. Donc nous, on aura un dialogue à la fois avec ces associations qui vont représenter la profession lorsqu'elles seront législativement devenues obligatoires. Et bien évidemment, on restera toujours très en contact avec les professionnels eux-mêmes et on aura toujours ce contrôle direct sur les professionnels. Mais moi, j'aimerais que mes équipes de contrôle se focalisent davantage sur le conseil donné aux clients, la manière dont on travaille vis-à-vis du client, plutôt qu'en effet sur les conditions d'accès ou la formation sur lesquelles les associations vont donc apporter quelque chose de positif à l'avenir. Oui, alors, juste un petit mot, ce qui sera peut-être le moins apprécié par la profession, c'est la 4e mission qui est confiée par le législateur, qui est un accompagnement en matière d'exercice de la profession, c'est-à-dire qu'on soit à même de faire des enquêtes statistiques en vue d'une meilleure connaissance du marché. C'est-à-dire qu'on va être probablement dans l'obligation de vous demander vos chiffres d'affaires en prêt immobilier, en rachat de crédit, le nombre de collaborateurs que vous avez, de manière à ce qu'on puisse consolider tout ça dans le rapport annuel que nous serons tenus de faire remonter à la CPR. Bien, merci à tous et à toutes. Christelle m'a un peu piqué ma conclusion, mais elle n'y peut rien. Hein. Non, en fait, tout le monde l'a signalé. Je crois que la vraie conclusion, c'est que vous comprenez bien que toute cette loi et tout ce qui est en train d'arriver, c'est en votre faveur, c'est plutôt bien pour vous, parce qu'on va vous accompagner. Voilà, le maître mot de tout ça, c'est effectivement l'accompagnement. Je vais passer la parole à tout le monde avant que nous clôturions, afin que, si vous le souhaitez, vous avez une très gentille dame qui a un micro, vous l'appelez et vous prenez la parole et on sera là pour vous répondre. Je sais qu'il y a un match de rugby, mais quand même. Merci Laurent. Merci madame, bonjour à tous. Juste une observation et donc une question. L'observation, c'est que vous avez dit des choses fort justes sur la diffusion de l'information. Bruno a précisé une chose qui mérite d'être soulignée. Il faut non seulement que l'information circule et parvienne aux intermédiaires bancaires, mais par exemple, pour prendre l'exemple concret que vous avez donné sur le traitement des recommandations ou le médiateur, il ne suffit pas d'annoncer qu'on a un traitement des recommandations ou un médiateur. Il y a tout un dispositif à mettre en place derrière. Les recommandations doivent avoir un sens, notamment dans le fonctionnement commercial de l'entreprise. Il y a un retour. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut préciser. Donc l'observation, c'est que l'information circule, on ne va pas dire descend, mais circule souvent difficilement, et qu'elle pourrait être davantage quand même, ce côté circulatoire pourrait davantage être souligné sans critique acide. La fac IOBSP de la CPR, qui n'a pas été mise à jour pendant très longtemps, qui l'est depuis juillet 2019, est assez, dans sa structure assez proche de ce qu'elle était il y a 4 ou 5 ans, et sans doute mériterait d'être un peu plus détaillée. La CPR est aussi, si elle n'est pas une association professionnelle référente, et un lieu de lecture et d'information important pour les IOB. Qu'est-ce que, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'autorégulation, la corégulation, l'accompagnement, on peut débattre de tout ça, mais qu'est-ce que ce dispositif législatif nouveau, à votre sens, va changer aux relations entre l'ACPR et les associations professionnelles? Merci Laurent pour cette intervention. Juste pour la première partie de ton intervention, il s'agit bien du décryptage dont parlait Michel hier et que j'ai souligné tout de suite. Qui veut répondre à la question des changements, voilà, la CPR? Par exemple, les associations professionnelles pourraient faire remonter les souhaits de clarification qu'elles souhaitent voir dans cette fac.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit par an 600 demandes d'internautes directement des professionnels du courtage. Souvent, c'est des demandes qui sont assez simples et qu'on renvoie vers cette fac. Parfois, c'est des demandes un peu plus complexes qui pourraient mériter en effet des positions générales, mais elles émanent d'une personne en particulier, donc on ne sait pas forcément si elles reflètent un problème général sur le marché. Donc moi, je pense que c'est très important pour nous d'avoir une discussion avec des associations représentatives sur les problématiques inhérentes à l'ensemble du marché. Ça peut être le cas lorsqu'on discute des textes français ou des textes européens. On a fait référence à la gouvernance des produits au niveau européen. Ces textes-là, ils sortent pas de nulle part. Ils font l'objet de groupes de travail au niveau des superviseurs européens. Et il y a des consultations qui sont faites, mais qui pourraient être beaucoup plus organisées avec les professionnels du courtage s'il y avait ces associations. On pourrait avoir un dialogue pour mieux prendre en compte les spécificités du marché français, donc dans la confection des textes d'une part, et en aval dans l'application des textes, pour justement veiller à ce que l'application soit correcte sur le marché français et prenne en compte aussi les spécificités éventuelles. Voilà. Donc je pense que, moi je trouve que c'est très important et je suis habituée à discuter avec la FFA, la FBF, donc les professionnels bancaires, assurantiels, la FNMF, etc. Et c'est vrai que quand on a un texte ou un sujet à discuter avec le monde du courtage, on est face à différents acteurs qui sont aujourd'hui, il est vrai, assez peu représentatifs en termes de volumétrie. Donc ces associations, elles vont en principe, si le texte voit le jour, ce qui est le souhait du Trésor, permettre un meilleur dialogue en fait avec les autorités. Et ça, c'est toujours positif. Et puis, pour le vivre au quotidien, parce qu'on est tous des acteurs du marché, pour le vivre au quotidien, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la partie de l'interprétation des textes, mais de l'interprétation pratique. Aujourd'hui, on a une autorité de contrôle qui est là pour faire appliquer les textes qui lui sont soumis et qui, derrière, est là aussi pour vérifier le bon exercice de la profession. On voit bien que ces textes, c'est du droit constitutionnel, il est souvent assez opaque, ou en tout cas il laisse parfois une certaine liberté d'interprétation justement pour pouvoir s'adapter au marché, et ça génère un certain nombre de questions. On peut avoir par exemple dans la nature des contrôles des retours sur les rapports qui sont relativement homogènes, mais qui dans la compréhension par les acteurs du marché, les cabinets, peut varier d'un ou l'autre. C'est l'interprétation qu'on le fait nous-mêmes de ces résidus et de ces résumés par rapport à ça. Donc ce que l'on espère, mais on verra dans la pratique, ce que l'on espère nous aussi en tant qu'association professionnelle, c'est de pouvoir débattre en commun avec notre gendarme et derrière de pouvoir justement crever l'abcès sur ces points de délicatesse sur lesquels ils auront de toute façon en cas de contrôle le droit régalien de pouvoir appliquer ou pas une sanction et qui du coup nous permettra à nous de vous renvoyer une information pour le coup sur toutes les zones floues que l'on peut avoir par rapport à ça. On pourrait prendre une centaine d'exemples sur des situations. On parlait hier de l'interprétation avec les nombres de propositions qui doivent être faites aux clients. Voilà, il y a des choses qui circulent. On a besoin de se savoir, est-ce que ça doit être 3 ? Est-ce que c'est définitivement 3 ? Est-ce que s'il n'y a pas d'autres propositions, est-ce qu'on est quand même tenu de faire 3 ? Et à ce moment-là, on fait un habillage de la solution. Est-ce qu'on est obligé de les nommer, comme ça semble vouloir se profiler et sur lequel on n'est pas tous d'accord? Bref, ce sont des questions pratico-pratiques qui sont votre quotidien et sur lequel aujourd'hui l'ACPR n'a pas les moyens de pouvoir répondre à chacun et qui du coup relayera cette interprétation et son sens de l'interprétation des textes au travers des associations. Merci Bruno. Je crois qu'il va falloir malheureusement qu'on clôture la conférence, sauf s'il y a une dernière question. Moi, j'ai juste envie de vous dire en conclusion, et là je parle en mon nom personnel et pas au nom d'une association quelle qu'elle soit, puisqu'aujourd'hui j'anime une réunion où il y a 4 associations et effectivement, comme le disait Bruno tout à l'heure, il y a de fortes chances que les 4 associations postulent à l'agrément de la CPR et qu'elles mettent en œuvre ce qu'il faut pour être agréées. J'ai juste envie de revenir sur quelque chose. Elles seront agréées à peu près fin août 2020. Il y aura 4 mois pour s'inscrire.
dans l'association qui vous fera plaisir, dans l'association avec elle, vous le sentirez le mieux, dans l'association où vous aurez le plus d'appétence, d'accointance, ce que vous voulez. Faites-le vite. Faites-le vite parce que, imaginez-vous que brutalement, il va y avoir 10 000 adhérents de plus dans les différentes associations. 10 000 en tout, hein, on se calme. Mais ça fait rien, c'est un travail colossal. Donc les associations risquent d'être un petit peu débordées, même si elles ont les outils et les structures nécessaires. Et il ne faudrait pas que vous arriviez début janvier en n'ayant pas l'adhésion à l'association et que l'ORIAS refuse votre agrément, puisque ça sera une condition sine qua non. Voilà, c'était ma conclusion avec tout ce qui vient de se dire. Ne perdez pas de temps. Faites en sorte d'aller vers l'association qui vous convient le mieux. Et je vous remercie de votre attention.